Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteurs du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut. Comment ça va? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous fêtons une date symbolique. C'est le 10e anniversaire de l'Agenda 2030, ce cadre mondial qui nous invite à relever ensemble les 17 objectifs du développement durable. Une décennie déjà et une question plus brûlante que jamais. Comment créer de la valeur en commun? Car vous le savez, Comment vas-tu bien la planète? C'est le podcast dédié au Faire Alliance et donc au 17e objectif du développement durable. Car il faut bien le dire, nous vivons une période de forte turbulence. Crise économique, sociale, géopolitique, écologique, nos repères à tous sont bousculés, nos fragilités sont exposées. Dans ce contexte, parler de valeurs n'est donc pas anodin. De quelles valeurs parle-t-on d'ailleurs? Valeurs économiques, indispensables pour faire vivre nos valeurs et nos territoires, valeurs sociales pour garantir l'inclusion, l'équité, la cohésion, des valeurs environnementales pour respecter les limites planétaires et peut-être plus encore une valeur commune, celle que nous créons ensemble en conjuguant nos forces plutôt que d'additionner nos solitudes. Je pense que ça fera plaisir à Charles Benoît. C'est ce que l'Observatoire des partenariats explore depuis 2008, comprendre les citoyens, les élus, les entreprises et les associations qui perçoivent leur fragilité et surtout comment peuvent-ils ensemble coopérer pour y répondre. Après avoir écouté les jeunes puis les élus locaux, l'Observatoire s'intéresse depuis 2023 aux acteurs économiques. Les premiers résultats sont clairs, les fragilités sont plus grandes qu'en 2020, mais elles ne sont pas les mêmes. On ne parle plus seulement de trésorerie, mais aussi de sécurité numérique, de modèles économiques émergents, de formation, de questions sociales, et puis surtout, on constate une conviction qui est de plus en plus grandissante. Il n'y aura plus de quoi qu'il en coûte. Les réponses doivent venir du terrain, du territoire, de la capacité à agir et ne pas confondre le budget avec les ressources d'un territoire. Alors comment transformer ces fragilités en levier? Comment inventer de nouvelles économies plus durables, plus inclusives, plus ancrées localement? Et comment faire dialoguer les entreprises, les collectivités, les associations pour réconcilier la fin du mois avec la fin du monde, comme on aime à dire à l'Observatoire des partenariats? Voilà la question que nous allons explorer ensemble. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Voilà, bonjour à toutes et à tous et très très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode, le 18e en partenariat avec le Rameau et l'Observatoire des partenariats. Aujourd'hui, notre invité c'est Charles Benoît Hedzik, l'un de nos trois invités sont Charles Benoît Hedzik, secrétaire général de l'Observatoire des partenariats. Bonjour Charles Benoît. Bonjour à toutes et tous. Et puis avec vous, on évoquera les premiers enseignements de cette étude, Tendance et fragilité économique, qui sera publiée en novembre lors du Salon des maires. À vos côtés, Lydie Recorbet, chargée de mission sociale et sociétale à l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Lydie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on évoquera les grandes tendances de la RSE sur le chemin parcouru depuis 2021, chemin chaotique. Et avec vous, on essaiera de comprendre comment on peut mieux articuler entreprises et territoires. Et puis, notre dernier invité, Adrien Huc, délégué général du réseau Alliance et organisateur du World Forum Responsible Economy. Mon anglais est absolument pourri, mais bonjour Adrien. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on regardera comment le terrain, notamment en Hauts-de-France, nous donne un avant-goût de ce que les territoires peuvent faire de cette collaboration, de cette création de valeurs communes. Et puis vous nous donnerez, je l'espère, aussi un avant-goût du prochain forum qui se tiendra en novembre. Voilà, vous avez quasiment le programme. On commence tout de suite notre émission. Comment vas-tu bien la planète? Aujourd'hui, on évoque comment créer de la valeur en commun. Hello, salut, comment ça va?
Alors Charles Benoît, je vais commencer avec vous si vous voulez bien. Est-ce que vous parlez souvent de l'équilibre de la maison dans un contexte de crise multiple? Est-ce que cette notion de valeur en commun prend une dimension particulière aujourd'hui dans ce que vous observez à l'intérieur de l'Observatoire des partenariats? Alors, tout à fait. Et effectivement, depuis 2008, comme vous le rappeliez, nous écoutons les citoyens, les élus locaux, les dirigeants d'entreprises, les associations sur finalement quel est l'enjeu de construire ensemble des solutions là où chacun ne peut pas répondre seul. Et après l'étude d'impact entre 2018 et 2022, qui avait démontré que les effets de la coopération étaient à la fois en termes de performance, d'innovation et de confiance, et qu'elle pouvait se mesurer très concrètement, nous avons voulu, à travers le programme Écosystème, comprendre finalement comment faire concrètement, comment on passe à l'action. Et après les jeunes en 2023 et les élus locaux en 2024, les acteurs économiques nous expliquent très concrètement finalement que d'abord faire alliance, ce n'est pas si évident que cela, et surtout il faut partir du premier kilomètre des besoins, des réalités locales et des envies d'engagement. Parce que sinon, on risque d'avoir une logique un peu globalisante qui ne correspond pas à la réalité vécue. Et donc, ce que nous montre cette étude, c'est que depuis 2020, puisque c'est l'étude miroir à ce qui avait été fait au moment de la crise sanitaire en 2020, eh bien, les fragilités ont plutôt grandi, mais ne sont plus les mêmes ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue numérique, ni même d'un point de vue juridique. Et c'était ça qu'il était intéressant de mesurer dans cette nouvelle étude. Est-ce que ça veut dire, Charles Benoît, qu'on doit repenser la notion même de valeur? Déjà, comment est-ce que la notion de valeur a évolué durant toute cette période de 2008 à 2025? Est-ce qu'on pourrait la définir différemment? Je pense qu'elle a à la fois évolué en bien et en mal. En bien, parce qu'effectivement, il va sans dire aujourd'hui que le sens même de la définition de l'économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison, nous concerne tous. Et peut-être que cela, la grande avancée que nous avons eue, c'est que plus personne ne peut ne pas se sentir responsable de comment on va pouvoir trouver des solutions durables dans des modèles qui sont en train de se transformer et de nous bouleverser les uns les autres. En mal, en ce sens que on a confondu modèle socio-économique avec financiarisation de l'économie, et aujourd'hui on est en train de confondre financiarisation de l'économie avec budgétarisation, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on fait un budget à l'équilibre à la fin du mois, voire à la fin de l'année. Or, finalement, on est en train de confondre l'outil avec le cap et le programme qui est associé au sujet. Et c'est peut-être ça la gravité, c'est qu'un modèle socio-économique ne se mesure pas à un budget, un modèle économique c'est un programme d'action. Et c'est en cela que le programme d'action de l'Agenda 2030 est particulièrement intéressant, puisque c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité, je le rappelle, que les 193 nations alors unies avaient défini un programme systémique, c'est-à-dire qui concerne tout le monde et qui se donne un cap de 15 ans, parce que tout le monde avait conscience qu'il faut au moins 15 ans pour pouvoir transformer finalement les équilibres de la maison. Et troisième point essentiel, que ça doit partir non pas du haut, mais dans une logique de réenracinement. Et c'est bien ce que nous montrent aujourd'hui les acteurs économiques dans cette étude, c'est que si nous ne tenons pas compte de la réalité du territoire, nous risquons d'avoir des solutions universelles qui, en fait, ne concernent personne. Alors ça c'est la vraie question. Et vous dites 15 ans. 15 ans, moi j'ai l'impression que sur ce 10e anniversaire, on est en train aujourd'hui, au niveau du grand public, de ceux et de celles qui nous écoutent aujourd'hui en ce moment, Charles Benoît, simplement de mieux comprendre ce que sont ces objectifs du développement durable, et que ces 15 premières années, même si elles ne vont pas répondre totalement et entièrement à l'agenda 2030, vont peut-être être un levier pour les 15 prochaines années. C'est évident. Et si on compare au chemin finalement de l'innovation et notamment au chemin du médicament, on aime bien prendre cette comparaison, eh bien entre la preuve de concept et le moment de l'autorisation de mise sur le marché, on sait bien qu'il y a 10 ans. Et donc généralement, finalement, le 15e anniversaire d'une innovation, c'est le moment où on a suffisamment d'éléments de preuve, non seulement pour qu'on ait une preuve de concept solide,
mais aussi pour passer à un changement d'échelle réel et sincère, mais ça veut dire que tout l'écosystème est concerné. Alors du côté de la RSE, Lydie Recordet, est-ce que les entreprises qui font face à de nombreuses crises, je crois que c'est une des rares fois où aujourd'hui j'entends, à l'heure où on enregistrons en septembre 2025, le MEDEF ne pas dire qu'il va aller dans la rue, mais c'est quand même pas très très loin. C'est pas très très loin. On n'en est pas très loin de voir les chefs d'entreprise descendre dans la rue pour dire arrêtez, arrêtez. Est-ce que du côté des entreprises, la RSE est redéfinie? Est-ce que les entreprises redéfinissent leurs priorités en termes de RSE? Alors, en effet, on voit bien que le contexte dans lequel nous sommes, tant les entreprises, tant la société, et on voit bien les fracturations qui se dessinent à l'heure actuelle. On voit notamment tout ce qui se passe avec le contexte géopolitique venu des États-Unis, auparavant avec le conflit russo-ukrainien. On voit bien les incertitudes se démultiplier pour les entreprises comme pour les citoyens. Et je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que le marché du développement durable, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, il a tendance à se tendre et pour l'instant, effectivement, à se contracter avec des entreprises qui étaient sans doute dans une posture un peu attentiste vis-à-vis du développement durable, qui se saisissent de ce moment pour plutôt manifester un recul. Ça, faut pouvoir le dire. Et puis des entreprises qui, elles, étaient déjà engagées dans une démarche de développement durable et qui, bien sensibilisées aux enjeux qui se manifestent, ont bien conscience que de toute façon, changer de trajectoire, c'est reculer pour mieux sauter, c'est au contraire prendre du retard en termes de transformation des business models, et c'est ne pas adresser finalement des enjeux en termes de raréfaction de la ressource, en termes de prix et en termes d'impact finalement de développement durable. Donc on voit bien aussi que les tendances en termes de RSE là aussi se polarisent comme on le voit au travers de la société. Oui, alors on le voit aussi parce qu'il y a eu une crise autour de la CSRD, des rapports ESG, etc., qui ont été réduits. Ça a créé un sentiment de dynamique inversée, c'est-à-dire en gros, à partir du moment où il y a des crises, renions un petit peu nos engagements sur la RSE, sur la CSRD, et en même temps, je me demande si c'est pas, et ça c'est la question que je vous pose, Lydie, je me demande si c'est pas un bien pour mettre en avant finalement les entreprises qui ont toujours été dans ces dynamiques-là. Et quel que soit le rapport ou pas le rapport à faire, de toute manière, elles continueront à faire parce que c'est une conviction profonde. Et des entreprises qui, de fait, se sont senties obligées parce que, et d'abord, c'était bien aussi qu'il y ait des formes d'obligation de porter ces questions-là, mais de se dire que finalement, à partir du moment où on recule, reculons aussi un petit peu parce que peut-être elles ont encore besoin de mieux comprendre des études comme celle de l'Observatoire des partenariats, qu'il y a une véritable utilité et finalement la contrainte n'a été qu'un pansement sur des nécessités contractuelle et de contraintes. Alors, autour de la CSRD, il y a plusieurs points que cela soulève. La CSRD, cette directive européenne sur l'exigence de transparence en matière de durabilité des entreprises, pour un peu recontextualiser auprès des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas férus d'acronymes, et nous en avons beaucoup dans le développement durable. Absolument. Elle a la particularité d'avoir été détricotée avant même sa mise en œuvre, après avoir été votée. Donc là, ça pose des questions en termes des questions politiques et des questions en termes démocratiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. La CSRD, elle a été appelée de nos voeux, nous, direction développement durable que nous représentons à l'ORS. Donc et elle répond à deux besoins. Elle répond tout d'abord à un besoin vis-à-vis des investisseurs, de façon à flécher des financements vers des projets à impact environnemental ou social plus durable. Et la BCE l'a très très bien rappelé en début d'été en disant attention, moins de reporting fiable va nous obliger va nous compliquer le fléchage vers ces financements. Et elle
répond sans doute, et elle répond sans doute maladroitement, à une attente de la part de la société vis-à-vis des entreprises, à être plus vertueuses et à prendre en compte, en plus, évidemment, des enjeux économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et c'est là où, effectivement, une CSRD très complexe, mais je le rappelle, qui s'articule dans le cadre d'un Green Deal avec d'autres lois. C'était une ambition européenne très forte. Il y a un exercice Vous très en, compliqué. vous en parlez à l'imparfait, Euh, Lydie, hein. Vous en parlez à Pardon? l'imparfait. Vous en parlez à l'imparfait. C'était une ambition. Mais parce que à l'heure actuelle, justement, le tuilage entre ces différentes lois avec Omnibus risque d'être Euh, compliqué mm, également. mm. Le détricotage de la CSRD ouvre le détricotage Alors, aux autres lois. Alors, au-delà de toutes ces remises en cause, Lydie, est-ce que vous avez quand même le sentiment que les dirigeants intègrent désormais davantage le social, le territorial, dans leur définition de la performance de leurs entreprises et de leur stratégie? Alors, je vais parler uniquement au nom de mes membres. Bien sûr, oui. Les entreprises et organisations adhérentes de l'ordre, ce qu'on a pu observer, celles qui se sont astreintes à l'exercice de rapport de durabilité exigé par la CSRD, celles qui étaient contraintes de par la loi et celles qui n'étaient pas non plus dans le périmètre immédiat de la CSRD ont fait l'exercice et ont justement témoigné du fait que ça mobilisait d'autres fonctions, que ça permettait d'influencer ces autres fonctions et que ça permettait effectivement de pouvoir mobiliser les décideurs qui ne le seraient pas encore sur ces sujets-là et de mettre face à eux des chiffres, donc des ambitions. C'est ce que disait un de mes invités dans une autre émission, je crois pas que ce soit dans Comment vas-tu bien la planète, qui me disait que la CSRD avait cet avantage, cette qualité de faire dialoguer le financier avec les directions RSE, là où en effet on était en silo auparavant. Adrien, est-ce que sur le terrain, ces questions-là, ces bouleversements se traduisent dans les actions locales de ce que vous percevez dans les Hauts-de-France? Écoutez, évidemment, on perçoit à peu près la même chose dans un territoire comme celui des Hauts-de-France, comme à l'échelle nationale. Je pense que moi, ce qui me marque beaucoup sur cette dernière année, c'est la polarisation du monde économique. Et au final, on parle de faire alliance, hein, on parle de valeurs en commun. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de faire dialoguer toutes les parties. On parlait du MEDEF tout à l'heure, mais c'est pas forcément toutes les entreprises, le MEDEF. On a plusieurs typologies de dirigeants et de dirigeantes, et chacun a ses convictions et a sa manière d'appréhender les enjeux de la planète. Donc, on a cette polarisation-là, et je pense qu'un rôle que doit prendre celui de Réseau Alliance, hein, qui est une association qui fédère les entreprises engagées sur le territoire des Hauts-de-France, c'est de pouvoir représenter tout le monde et finalement de mettre de l'huile dans les rouages et de faire dialoguer les dirigeants. Donc, quand je parlais du MEDEF, je parlais de la plus représentative parce que c'est celle qu'on voit le plus dans les médias, mais c'est vrai, et j'aurais peut-être dû le préciser, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des typologies de chefs d'entreprise et de mouvements et de réseaux de chefs d'entreprise qui sont complètement différents. On prend l'APM, on prend le CJD, on prend la CPME, on prend le MEDEF, chacun va avoir son regard et sa vision. Il n'en demeure pas moins que moi qui fréquente beaucoup ces réseaux d'entrepreneurs, j'entends un petit peu la même voix un peu partout. Est-ce que vous entendez cette voix d'exaspération, de fatigue, d'incompréhension pour les entreprises qui me disent aujourd'hui, nous c'est la dent de scie, janvier-février ça se passe mal, puis mars-avril on grimpe dans les tours, et puis tout d'un coup on est obligé, ils disent aujourd'hui on n'est plus en capacité d'embaucher parce qu'on ne sait pas la réalité de notre capacité à donner du travail. Je pense que la situation internationale pèse sur la gestion des ressources pour tout à chacun. Donc, il y a déjà cette incertitude qui n'est pas à la main, au final, du gouvernement français. Hein. On subit ce qui se passe dans le monde. Et la double peine, on va dire, c'est la situation nationale qui vient s'ajouter à cette incertitude internationale, ce qui fait que on a ce sentiment de flottement. Par contre, la bataille économique, elle se joue tous les jours, et ce que disait Lydie, je le vois aussi quotidiennement dans les entreprises du réseau. Les entreprises qui se sont engagées ont bien pris conscience que de toute manière, elles
elles n'y couperont pas à cette transition. Mmh. Et au contraire, quand on voit un backlash ou peu importe le nom dans les médias, au final, c'est le moment d'accélérer cette transformation pour pouvoir être plus fort et plus résilient, là où d'autres ont peut-être pris du retard. Donc, la raréfaction des ressources, les tensions sociales, etc., seront telles que, de toute manière, une entreprise qui aura engagé sa transformation avant les autres sera plus résiliente et sera plus robuste. Donc, je ne vois pas de recul sur les entreprises engagées. Après, le vrai enjeu, et ça ouvre peut-être le débat, hein, c'est est-ce que les entreprises qui ont été pionnières sur le sujet, il y a une certaine déception des fois de voir que le marché n'est pas forcément prêt. Et que les résultats et les retours sur investissement qu'on leur avait promis, bon, ils n'arrivent pas forcément. Alors, est-ce que c'est une question d'adéquation d'offres et de demande? C'est une question de prix? Est-ce que le client est prêt à payer plus cher cette responsabilité? On voit que ça, ce sont des enjeux qui sont plutôt sociétaux et sur lesquels on doit vraiment attaquer fort. Alors, Lydie voulait réagir, et puis Charles Benoît aussi voulait réagir après. Lydie, je vous laisse la parole. Oui, je rejoins Adrien sur ce qui vient d'être dit. Alors, si le podcast est diffusé le 25, ça tombe bien, l'étude Sort le 25. Les principaux résultats d'études seront dévoilés le 23. Mais dans les grandes lignes, le dernier baromètre sur les achats responsables que nous allons publier avec BPI France et PwC démontre bien que effectivement, sur toute la chaîne de sous-traitance, on s'interroge sur les exigences RSE que les donneurs d'ordre mettent. Quand ils font les efforts de le faire, ils ne voient pas forcément, en termes de marché, une hausse des contrats, et ils posent énormément la question de l'adéquation entre l'exigence de ces critères RSE et le business derrière, avec des fortes questions sur les coûts, sur le prix des matières premières, sur les délais des contrats, etc., etc. Donc là-dessus, je rejoins tout à fait Adrien, et c'est bien ce qu'on voit dans la dernière étude. Alors, la prise de parole d'Adrien a fait réagir. Charles Benoît, vous vouliez réagir sur un des propos d'Adrien? Oui, mais qui va tout à fait dans la droite ligne de ce que vient de dire Lydie Adrien, c'est-à-dire que en prenant un exemple très concret, par exemple la Fédération des entreprises de propreté, qui est suivie depuis 2008 sur son engagement, finalement il y a une exemplarité de ce secteur, à la fois en RSE sectoriel et en action territoriale. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, les donneurs d'ordre, finalement, ne répondent pas à cette prime, finalement, à une maturité plus avancée, finalement, que le demande la loi. Et je pense que c'est là où il faut revenir sur la notion d'équilibre de la maison et finalement de l'économie. C'est-à-dire que, finalement, comment on assure la cohérence des actions, la pérennisation des ressources et la cohésion des acteurs, si jamais à un moment donné, ceux qui sont au-delà de ce qu'on leur demande n'ont pas une contribution et une valeur supplémentaire parce que ce que l'on demande. Et on voit bien, et notamment dans l'achat public, qu'il y a un décalage très grand entre la contractualisation qui est demandée par l'acteur public et la capacité de l'acteur public à reconnaître lui-même, finalement, cette valeur. Et je voudrais revenir justement sur les résultats peut comparer entre 2020 et 2025, justement, de la fragilité perçue par les acteurs économiques. Comme je le disais, finalement, c'est intéressant parce que les trois, dans le même ordre, c'est la question financière, suivie de la question numérique, suivie de la question contractuelle. Mais elles ont complètement, radicalement changé de sujet. Il y a, au moment de la crise sanitaire, c'était la question d'inventer de nouveaux modèles et effectivement, peut-être de tirer les leçons du sujet. Aujourd'hui, on est dans des questions de survie de trésorerie. Parce que effectivement, la question de la survie de trésorerie, et là, que l'on soit une entreprise, une collectivité territoriale ou une association, on a un vrai sujet sur le sujet. C'est-à-dire que quelque part, alors que ces questions de trésorerie étaient réglées par le quoi qu'il en coûte en 2020, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une logique complètement folle, où effectivement, on a coupé toutes les capacités de trésorerie. Et ça, quel que soit l'acteur économique, on a des retours extrêmement dramatiques sur le sujet et l'étude met en avant ce point-là. Au point d'ailleurs où nous avons pris la décision cet été, normalement ça devait être une étude simplement auprès des acteurs économiques classiques dans leur grande diversité que décrivait Adrien, on a décidé d'ouvrir sur un certain nombre de territoires ciblés aussi aux collectivités territoriales et aux associations pour nous faire part de cette économie locale parce que la même sujet. Deuxième point sur le numérique.
À l'époque, en 2020, la question c'était l'usage numérique. Aujourd'hui, c'est la sécurité numérique. Ça n'est pas la même chose, y compris en termes de coûts et de compétences associées. Et le dernier point, c'est qu'en 2020, on était dans une question finalement de question sociale qui allait se poser suite à la crise sanitaire. On est dans des crises de conflits juridiques contractuels de plus en plus fortes, avec une demande de médiation de plus en plus forte, et je pense que ça ira en totale cohérence avec le baromètre dont vient de nous parler Lydie, qui vient d'être publié il y a quelques jours. Alors Adrien, justement, par rapport à ce que dit Charles Benoît, si je comprends bien Charles Benoît, pour vous, la fragilité la plus préoccupante aujourd'hui, c'est celle de la trésorerie ? Très clairement, et grosso modo, aujourd'hui, on a un véritable problème avec les opérateurs financiers qui ne jouent pas le jeu, quels que soient les acteurs en territoire. Ça, c'est un élément tout à fait déterminant aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu un petit peu aussi avec ce qui se passe dans les territoires, ce qu'on a vu avec Martin Bobel dans un des derniers podcasts sur justement la prise en compte de l'intérêt général dans... Depuis février, ça s'est empiré, absolument. Et justement, Adrien, est-ce que vous percevez dans le réseau Alliance, dans les chefs d'entreprise que vous côtoyez, est-ce que vous avez observé des stratégies aujourd'hui de résilience ou de coopération plus fortes ces derniers mois ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos adhérents ? Là-dessus, on est au cœur du sujet d'Alliance, un réseau Alliance est pensé. Oui. Alors, je vais continuer avec vous, Lydie, le temps que nous rejoigne notre ami Adrien. Est-ce que vous sentez, Lydie, que la RSE peut aider justement ces problématiques qui sont soulevées justement par l'étude dont nous a parlé Charles Benoît pour aider à transformer dans cette période de crise. En gros, est-ce que la RSE, contrairement à ce qu'on pourrait entendre dans les médias, est finalement le levier de la réussite des entreprises dans cette période d'instabilité et de fragilité ? Oui, j'en suis convaincue. La RSE est un levier. On l'a très bien vu d'ailleurs avec la crise précédente dont parlait Charles Benoît sur la dernière étude, la crise Covid. Les entreprises les plus résilientes étaient celles qui étaient les plus ancrées dans leur territoire, qui étaient à l'écoute de leurs interlocuteurs et des entreprises et des organisations et des associations et des élus avec lesquels elles travaillent tous les jours. On le voit bien encore une fois dans l'étude apparaître sur les achats responsables qui donnent en fait la parole aux fournisseurs. Il témoigne très très bien du fait que les entreprises avec lesquelles ils travaillent davantage, avec lesquelles ils travaillent le plus sous forme de coalition ou alors avec une approche sectorielle, sont aussi les entreprises avec lesquelles ils ont les plus de facilité pour être résilients toutes ensemble. Je vais arriver à faire la liaison, pardon. Donc c'est bien ce que démontrent aussi nos études. L'approche de la RSE, et c'est vrai que RSE c'est un terme qui peut être encore une fois un acronyme, mais un terme qui peut être pris comme quelque chose d'extrêmement descendant, de très réglementaire. La CSRD, effectivement, n'a peut-être pas aidé là-dessus au vu de ses exigences, mais pour autant, il faut se rappeler, il faut savoir que la RSE, ça répond à une démarche dans le développement durable qui est basée sur un dialogue parties prenantes. Un dialogue avec ses parties prenantes, c'est-à-dire avec ses parties prenantes sur l'ensemble de son territoire, là où l'entreprise, l'organisation opère. À partir de là, c'est fondamental. Voilà, alors Adrien, dans les Hauts-de-France, comment les entreprises que vous accompagnez vivent-elles cette conjoncture nationale et internationale et de ces fragilités auxquelles elles font face ? Écoutez, je pense que justement ce climat plein d'incertitudes pousse les entreprises à chercher des solutions ensemble et à se regrouper tant au niveau sectoriel que géographique. Et ça pousse aussi les pouvoirs publics à parler aux entreprises, les entreprises à parler aux pouvoirs publics. Et donc, on a cette envie commune de faire face à un défi commun. Donc ça, c'est déjà une première bonne base qui permet la coopération. Et dans le domaine de la RSE, je pense que c'est l'étape ultime, parce qu'une entreprise convaincue, qui met les moyens de se transformer et d'avancer dans sa démarche RSE, au bout d'un moment, elle bute sur le système et les limites du système. Pour aller plus loin, elle doit embarquer l'écosystème, elle doit embarquer ses fournisseurs, elle doit embarquer ses clients, mais aussi elle doit embarquer son environnement géographique et son territoire. Et c'est là où on arrive, Réseau Alliance, à pouvoir faire coopérer des entreprises qui n'ont pas forcément le même secteur d'activité,
voire même des entreprises concurrentes, parce qu'elles partagent le même besoin et elles ont envie d'avancer plus vite ensemble. Et c'est Donc, la question. plutôt Ouais. une opportunité pour avancer plus vite. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu concret? Parce que là, j'ai envie de dire, ceux qui nous écoutent disent ah, c'est encore de la parole, de speaker, etc. Mais concrètement, moi, par exemple, j'ai l'exemple sur mon territoire où je suis à Nantes, d'Armor, qui est allé soutenir son concurrent direct américain qui avait brûlé. Plutôt que d'aller lui piquer ses marchés, il a dit comment est-ce que je peux t'aider pour continuer ton activité? Comment ça s'enracine, vous, dans votre territoire des Hauts-de-France, par exemple, concrètement? Par exemple, on a eu une coopérative laitière qui est dans le réseau, qui vient nous voir en disant, voilà, moi, mon marché est européen, les exigences, elles sont de plus en plus fortes et les critères de responsabilité sont de plus en plus regardés. Et pour ça, la coopérative laitière, elle doit aller voir chacun de ses producteurs, de ses petits producteurs, pour décarboner son outil de production. Et convaincre un petit producteur de se lancer dans des investissements, c'est pas forcément facile. Et au final, on se rend compte que les coopératives laitières, elles avaient la même problématique que l'usine agro qui est à côté et qui allait voir le même producteur, mais pas forcément sur la même matière, mais de dire voilà, il faudrait que vous mettiez en place des stratégies de décarbonation. Et donc là, l'alliance, elle se fait sur le fait que chacun aille taper sur son clou, qu'on puisse se mettre d'accord et puis trouver des solutions pour aller plus vite ensemble, en embarquant aussi les chambres d'agri, en embarquant les régions, tout ça qui peuvent aussi aider, et l'Europe, qui peuvent aider et avoir des moyens pour accélérer cette décarbonation. Et donc le faire ensemble permet d'aller plus vite et donc permet aussi de se renforcer et renforcer sa compétitivité économique. Donc, c'est tout à fait vertueux. Charles Benoît, vous vouliez réagir? Oui, et je crois que l'exemple que vient de donner Adrien est parlant, c'est-à-dire que on avait déjà été marqué dans les études en 2021 sur les pratiques partenariales des entreprises, qui étaient passées de 36% à 57% entre 2015 et 2021. On avait été frappé que 66% des partenariats étaient locaux. Mais ce que vient de dire cette nouvelle étude est encore plus marquante, c'est-à-dire que si on veut réconcilier fin du mois et fin du monde, ça ne peut être que territorialement parlant. Parce que la réalité territoriale vécue, la même fragilité n'est pas la même en fonction du territoire sur lequel ça s'inscrit. Et je crois que c'est ça aussi, c'est le bon sens de l'action qui peut être finalement concrètement mise en place. Et comme le disait Lydie tout à l'heure, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est pas qu'une question normative et un cadre commun, ce qui est important. C'est aussi et peut-être avant tout un dialogue très concret avec les parties prenantes qui, en fonction de la réalité territoriale, ne va pas se vivre de la même façon d'un endroit à l'autre. Et cette reterritorialisation, finalement, c'est le moyen de pouvoir éviter d'être hors sol. Il n'y a pas de solution universelle qui s'appliquerait partout de la même façon, et d'autant plus en France, où, je rappelle, au-delà des territoires ultramarins, métropolitains, nous avons la chance d'avoir des territoires ultramarins, c'est-à-dire partout dans le monde, et donc cette géopolitique mondiale où la capacité des acteurs économiques peut se traduire différemment d'un endroit à l'autre, je crois qu'on revient au bon sens de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire ouverte sur le monde, innovante, qui est capable, à partir d'une réalité concrète d'un terrain, de pouvoir inventer la solution. En tous les cas, c'est ce qui ressort très fortement de l'étude qui est actuellement en cours. Alors Lydie, depuis 2021, l'ORS travaille sur les liens entre entreprises et territoires. Est-ce que les crises qu'on traverse rebat un petit peu les cartes de cette relation justement entre entreprises et territoires, ou au contraire, elle les resserre? Moi, j'ai envie de croire qu'elle les resserre, et encore une fois, de mon point de vue d'observatoire, avec les organisations qui adhèrent à l'ORS, puisqu'il n'y a pas que des entreprises qui adhèrent à l'ORS, en fait, on fédère un certain nombre d'acteurs de typologies différentes. Oui, on voit bien que les liens se resserrent avec les territoires. Le travail que nous faisons avec le Rameau n'est pas anodin, il est le fruit d'une demande de la part de nos adhérents à pouvoir travailler plus finement cette question d'ancrage territorial. Les entreprises se font challenger sur leur impact en termes social, en termes environnemental, on le voit bien. Et très concrètement, ça se traduit par des attentes et des demandes de tout à chacun, de citoyens, de voir proof of concept, de voir de ses yeux l'impact de l'entreprise pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire à l'échelle du territoire. On parle bien d'un bassin de vie
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi qui travaille aussi beaucoup sur les questions de transformation de l'emploi que vont appeler les transitions qui sont face à nous, digitales, environnementales et démographiques. On parle de bassin d'emploi. Là aussi, on voit la coopération de tous les acteurs et la coopération inter-entreprise pour maintenir l'emploi dans un territoire. On voit bien aussi avec la transition écologique, si je peux me permettre d'ajouter, que chaque bassin est différent en termes géographiques même. Donc, en termes de ressources, c'est différent si vous êtes sur un bassin versant ou si vous êtes dans un territoire minier, pour faire un petit clin d'œil à Adrien. Et on voit bien que, de fait, quand on parle de gestion de ressources et de transition environnementale, il faudra prendre en compte cette réalité terrain. Charles Benoît, si je comprends bien, et je vous laisse la réaction après, la réconciliation de la fin du mois et de la fin du monde passe forcément par le territoire. Oh oui, c'est une évidence. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'ONU le dit aujourd'hui, c'est-à-dire que quelque part, la seule capacité à pouvoir réussir l'agenda 2030, c'est de pouvoir le territorialiser. Et quelque part, c'est pas seulement l'ONU qui le dit. Je voudrais revenir sur les deux études précédentes, celle de 2023 avec les jeunes. Ce que nous disent les jeunes aujourd'hui, les deux études auprès des jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans, c'est que pour croire dans l'avenir, il faut que les acteurs construisent très concrètement des actions avec eux. D'ailleurs, ils ont très envie d'être finalement moteurs et forcément en proximité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il est évident que la solution par rapport aux défis que nous rencontrons ne peut pas être les mêmes à Bressuire, où nos amis du labo Sciences et Nature interviennent et d'ailleurs viennent de remettre le prix sur l'engagement pour la transition écologique, à Montargis, par exemple, avec nos amis d'un même groupe. C'est pas la même réalité. Et dernier point, et peut-être pas des moindres, c'est que l'étude qui a été faite l'année dernière au moment du Salon des maires avec les collectivités territoriales montre une corrélation très forte entre les 35% d'élus qui considèrent être dans une territorialisation des transitions innovantes et le fait qu'ils soient tous dans une logique de coopération avec les acteurs économiques et associatifs de leur territoire et les initiatives citoyennes. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, et c'est sans doute là où les pays du Sud ont eu raison en 2015 d'imposer aux pays du Nord le 17e objectif de développement durable, qui, je le rappelle, a été écrit dans une nuit. Comment allons-nous inventer ensemble les éléments qui vont nous permettre de pouvoir durablement et efficacement passer les crises que nous vivons? Et là, on revient à l'équilibre de la maison. Et ce que nous disent très clairement les acteurs de l'étude qui est derrière, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas seulement les outils qui sont à questionner. C'est aujourd'hui comment on co-construit entre les richesses humaines, les ressources financières nécessaires et les alliances, une capacité de retrouver un pilier durable économique. Alors vous êtes en plein, chacun vous avez votre actualité. Adrien, vous, le World Forum, c'est au mois de novembre. Comment justement s'inscrit ce World Forum dans la crise mondiale actuelle? Comment vous l'avez conçu? Quels sont les grands enjeux de ce World Forum à venir? En fait, le World Forum, il existe depuis 2007. Donc, 2007, la crise financière de 2008 n'était pas encore passée, donc on en a vu des choses. Donc, là, la thématique cette année, parce que chaque année, on a un angle et une thématique sur lequel on veut appuyer et faire passer un message global. La thématique de cette année, c'est « Venez écouter ce que vous ne voulez pas entendre ». Et je pense qu'au final, ça résume un petit peu nos échanges aujourd'hui, c'est que il y a une polarisation du monde, notamment dans le monde économique, sur la manière dont on doit faire du business, quelles sont les priorités des entreprises, quelles sont les responsabilités des entreprises sur les territoires. Il y a des enjeux environnementaux énormes, il y a des enjeux sociaux énormes, et donc globalement, un dirigeant ou une dirigeante, ils ne savent pas où donner, quelles priorités donner, etc. Donc venez écouter ce que vous ne voulez pas entendre, ça s'adresse à tout le monde, aux dirigeants convaincus qui ont besoin, je pense, d'embarquer plus leur pairs dans cette transformation. Et pour ça, il faut qu'ils interrogent la manière dont ils veulent embarquer les autres. Et aussi, venez écouter ce que vous ne voulez pas entendre, c'est d'enfoncer le clou sur nos convictions, sur le fait que l'entreprise de demain sera une entreprise plus responsable. Et donc, ça, on a malheureusement encore besoin de sensibiliser les chefs d'entreprise. On a encore besoin de faire témoigner des scientifiques et des experts pour démontrer, une fois de plus, que l'urgence est là et qu'il faut changer. Donc, ces 2 jours d'ateliers, de conférences,
dans lequel on va mélanger sensibilisation, on va mélanger bonnes pratiques pour donner du positif et montrer que la transformation, elle se fait de manière joyeuse aussi dans beaucoup d'organisations et du networking aussi pour pouvoir fluidifier les échanges entre les différentes entreprises. Et constituer des filières vertueuses. Lydie, c'est quoi l'actu à l'ORS, sortie d'études prochaine? J'ai le droit à un autre webinaire à moi toute seule. Non. Oh, ça peut s'arranger si vous voulez. En fait. Mais effectivement, donc on a cette étude, la parole aux fournisseurs sur les achats responsables à sortir. On a aussi une étude sur les aidants. Je vous parlais de l'économie du vieillissement tout à l'heure. Début octobre. Chaque année, nous sommes partenaires de l'ORCIRP dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Ça, c'est pour l'actualité très, très immédiate. Mais je voudrais souligner que ce qui va nous préoccuper pour 2026, alors, c'est de travailler avec nos adhérents sur le fait de réconcilier RSE, développement durable et business. On a trop oublié que la RSE, c'était du business. C'était compatible avec du business durable, précisément, quand les modèles économiques que nous voyons à l'heure actuelle sont à bout de souffle. Et ça nécessite d'aller plus loin sur des travaux que nous avons déjà menés sur les récits transformatifs. Et RSE, c'est peut-être un gros mot pour encore beaucoup de gens. Développement durable, c'est plus parlant. On a beaucoup parlé et mobilisé sur les questions de climat, qui sont très techniques, qui sont aussi très éloignées. Les incidences sur les efforts que nous ferons en termes climatiques, elles se verront dans 100 ans. Ça parle peu aux gens. Donc, comment on rend concret le développement durable et la RSE pour le tout à chacun? C'est ça, ce que nos amis du CJD appellent depuis de nombreuses années la performance globale, c'est-à-dire réconcilier la performance de la RSE avec la création de valeur et le développement durable de nos entreprises. Mais le développement durable des entreprises, c'est aussi le développement durable de l'entreprise dans son territoire. Charles Benoît. Merci à tous. Charles Benoît Etzig, vous, le Salon des maires, c'est votre grand rendez-vous. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer, une nouvelle étude, comme tous les ans, pour porter justement cette question des enjeux de faire alliance dans les territoires auprès de ceux qui ont en responsabilité quelque part le développement économique, social et environnemental de leur territoire, que sont les maires. Surtout dans cette année particulière, qui est une année d'élection municipale. Oui, et après avoir en 2023 porté la parole des jeunes en action, ça sera une réponse finalement à l'engagement que les maires ont pris dans le cadre de leur mandat et de la fin de leur mandat l'année dernière dans l'étude qui a été réalisée. Et effectivement, cette étude sera publiée avec un ensemble de publications. Je pense notamment à la note Créer de la valeur en commun de la Fondation des territoires ou le Vademecum sur l'ingénierie territoriale du réseau des catalyseurs territoriaux. Mais avant le Salon des maires, il y a aujourd'hui même, puisque avec l'Institut pour la Caisse des dépôts, pour la recherche de la Caisse des dépôts, est organisé un séminaire de recherche pour ce 10e anniversaire de l'agenda 2030 avec les chercheurs pour réfléchir, créer de la valeur en commun, quelles sont les pratiques des acteurs académiques. L'année dernière avait été publié un cahier de recherche, ODD17, quelle trajectoire territoriale, et avait été souligné la façon dont la recherche, dont l'enseignement, dont l'engagement sociétal des établissements de recherche et d'enseignement supérieur pouvaient contribuer finalement à accompagner ces démarches de coopération territoriale, cette démarche de créer de la valeur en commun, et aujourd'hui est débattue avec une cinquantaine de chercheurs sur justement l'état des lieux aujourd'hui dans cette logique. C'est pour ça que cette étude, dans ces étapes préalables, est partagée avec les chercheurs pour justement mieux se préparer pour le prochain Salon des maires, où d'ici là, une dizaine de réseaux ont accepté de déployer cette étude pour que justement on puisse approfondir territoire par territoire, profil d'acteur par profil d'acteur, ce que les acteurs de territoire ont à dire sur créer de la valeur en commun. Et peut-être la question la plus importante derrière cela, c'est comment on fait le pari de la confiance. Et Adrien disait tout à l'heure, finalement, venez écouter ce que vous ne voulez pas entendre. Lydie rappelait à quel point il faut s'écouter pour s'entendre. Eh bien, c'est sans doute ça. Et si nous faisions le pari de la confiance,
En 99, vous vous souvenez peut-être que Lionel Jospin avait dit l'État ne peut pas tout. En 2025, on peut peut-être le paraphraser en disant si l'entreprise ne peut pas tout, en revanche, elle ne peut pas rien. Et aujourd'hui, elle est déjà très active sur les territoires. Et c'est ce témoignage que nous allons rendre aujourd'hui auprès des acteurs académiques qui y travaillent activement. Lydie, pour terminer en un mot, dans ce contexte de crise, qu'est-ce que ça signifie pour vous créer de la valeur en commun? Bonne question. Créer de la valeur en commun, ça veut dire effectivement travailler à l'écoute des uns et des autres. Mm. Quand on parle de dialogue partie prenante étant au pluriel, ça veut dire aussi qu'on multiplie les dialogues, les formes de dialogue, et quelque part on ne s'entend plus, je crois, avec des gens qui parlent sans doute aussi plus fort que d'autres, et d'autres qui n'osent pas s'exprimer. Et donc, c'est comment on fait pour permettre à chacun de s'exprimer et comment on fait pour que chacun entende ce que l'autre a à dire afin, évidemment, de pouvoir trouver une voie commune à cheminer ensemble, comme l'aime à dire Charles Benoît, sur nos sujets de développement durable. Merci beaucoup Lydie, je vous laisse retourner à vos activités. On continue avec nos invités puisque vous devez nous quitter. Et pour vous Adrien, alors ça veut dire quoi dans ce contexte de crise, créer de la valeur en commun? C'est déjà apprendre à se connaître. Je vois tous les jours que des entreprises ne connaissent pas leurs voisins et pourtant il y a beaucoup de choses à faire en commun justement, que ce soit de la mutualisation, que ce soit du partage de sourcing, etc. On a énormément d'enjeux qui viennent, qui nécessiteront qu'on connaisse mieux son voisin et qu'on puisse se faire confiance, justement. Donc, à nous de trouver des moyens de financer l'ingénierie de coopération, parce que ça, c'est un gros enjeu, de manière à ce qu'on puisse avoir un retour sur investissement fort de toutes ces actions de mise en commun. Voilà. Et pour vous, Charles Benoît, vous avez presque le mot de la fin. Eh bien, pour moi, ça veut dire revenir à la définition du mot même économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison et comment on peut valoriser, au sens donner de la valeur, à la diversité de l'engagement des richesses humaines mobilisées, à la diversité de ressources financières qui sont impliquées, mais aussi et peut-être surtout aux alliances stratégiques qui s'appliquent à créer de la valeur là où personne ne peut la faire seul. C'est peut-être ça le message d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'équilibre de la maison durable s'il n'y a pas coopération. Et donc les pays du Sud avaient raison il y a 10 ans, jour pour jour, quand ils exigeaient que ce 17e objectif de développement durable soit ajouté à l'aube d'une nuit bien construite. Et pas alcoolisée. Nord-Sud, c'était ça le 17e objectif du développement durable. Il était pensé dans le faire alliance du Nord avec du Sud et on s'aperçoit de toute sa pertinence parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que se faire alliance se pense dans l'ensemble des territoires, quels qu'ils soient. Alors, non. C'est en faux. Le 17e objectif de développement durable ne s'est pas pensé que Nord-Sud. Ça, c'est ce que ceux qui ont considéré que c'était un fourre-tout institutionnel ont trop vite analysé. Les 5 questions qui sont derrière le DD17, c'est comment assurer une souveraineté des États dans un monde de plus en plus interconnecté. Comment on fait la priorité des investissements en commun, notamment sur les questions de fragilité. Comment on prend les décisions sur les technologies. Comment est-ce qu'on va partager les savoirs et savoir-faire? Et enfin, le commerce mondial. Les 5 éléments traités dans le 17e objectif de développement durable ne sont pas un fourre-tout institutionnel pour faire plaisir aux pays du Sud, c'est simplement la repensée d'un intérêt général à l'échelle de la planète qui va du local à l'international. C'est ça la philosophie politique qu'il y avait derrière les pays du Sud. Ne prenons pas le prisme des pays du Nord qui ont voulu trop facilement instrumentaliser ça en disant on va simplement faire plaisir aux pays du Sud. Ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point ceux qui ont fait ce pari de croire qu'on pouvait instrumentaliser le 17e objectif de développement durable se sont lourdement traités. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien le lien entre ODD 16 et ODD 17 qui est au cœur du sujet. ODD 16, gouvernance et paix. L'ODD 16, c'est pas seulement la paix, c'est aussi l'efficacité de nos institutions. Et peut-être que la nouveauté dans tout cela, c'est que ce sont bien les acteurs économiques dans leur diversité qui viennent aujourd'hui soutenir nos institutions et nos démocraties. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. En tous les cas,
lorsqu'elle est faite à partir des territoires et non pas lorsqu'elle est faite hors sol. On a peut-être inventé aujourd'hui une nouvelle manière de gouverner, l'économocratie. Je ne sais pas si ça se développe. En tout cas, nous, on la pose là aujourd'hui. J'invite les auditeurs de ce podcast à aller se procurer un ouvrage que j'ai trouvé passionnant et qui répond bien aussi à notre réflexion d'aujourd'hui. C'est l'économie frugale, comment on peut faire mieux avec moins de Navi Raju, qui pose ce business model de se dire aujourd'hui on a moins de choses, mais comment avec ce moins on peut créer de la valeur. Je vous invite à aller le lire. Et puis une exposition qui émane d'Entrepreneurs du Nord vulnérables, portée par Alexandre Fayeul, un ouvrage qui sort le 2 octobre prochain, Vulnérable, qui raconte justement comment la prise de conscience de la vulnérabilité peut être un levier aussi de développement de nos entreprises. C'est bien de parler de résilience, mais avant de faire résilience, il faut savoir en quoi on est vulnérable, ce qui nous rend fragile. Voilà, ce sont mes 2 petits conseils de lecture et d'exposition à aller voir. Merci à tous les 3 d'avoir été nos invités de Comment vas-tu bien la planète. On se retrouve dans un prochain épisode très prochainement. À très bientôt, au revoir. Hello, salut, comment ça va? C'était Comment vas-tu bien la planète, un podcast original de Mediadvice Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver ainsi que toute notre actualité sur notre site internet ecodesolutions.info. Vous pouvez aussi bien évidemment liker et partager largement ce podcast puisque c'est comme ça que nous arrivons à percer les algorithmes. Merci encore pour votre fidélité. Merci à notre partenaire Le Rameau. À très bientôt. Au revoir.